de vous retrouver et de vous savoir nombreux autour de ce rendez-vous que vous aimez tant, que vous avez tant attendu. Free Speech, comme l'a annoncé, nous sommes de retour. Et pour le tout premier numéro, nous avons fait le choix sur un homme très atypique, très présent sur tous les fronts, ancien candidat à la présidentielle de 2016 et futur candidat en 2026, puisqu'il l'a annoncé. Avec lui, nous allons évoquer la relation France-Afrique, francophone bien sûr, qui connaît depuis quelque temps des signaux de divorce. Les anciennes colonies telles que le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont en froid avec l'Hexagone et attirent l'attention des curieux. Dans un second temps, nous allons également évoquer l'actualité politique de l'homme que nous recevons ici. Et d'ailleurs, il est le tout premier à déclarer sa candidature à la présidentielle de 2026. J'ai donc probablement le prochain président de la République à mes côtés, Bertin Corvi. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir que d'être ici et c'est à moi de vous dire merci. Soyez les bienvenus. J'espère que vous avez fait un bon voyage puisque vous venez de descendre de l'avion et tout à l'heure vous allez encore prendre le départ. Il faut bien vivre et puisque le pays est dur comme dirait l'autre. Oui. Alors j'ai décidé de gagner ma vie ailleurs en reprenant mon travail de consultant. Est-ce que cela voudra dire qu'au Bénin, vous ne pouvez pas gagner votre vie? Vous êtes quand même un politicien. Vous êtes de la mouvance présidentielle. Comme on le dit souvent, les Béninois, vous avez le biberon. Alors, je viens d'entendre qu'un ministre aurait démissionné. Oui. Alors, si la mouvance était à ce point-là, nourrissait autant son homme... Peut-être il est appelé à aller à d'autres postes. Mais rien n'est moins sûr. Dans ce cas, on ne dira pas qu'il a démissionné. Je voudrais prendre la sémantique des mots. Il a démissionné, ça voudrait dire qu'il n'est pas satisfait de quelque chose et il s'en va ailleurs. Bon, je veux juste dire, moi, je ne crois pas que l'on fasse de la politique un gagne-pain. C'est d'ailleurs ce qui me permet d'avoir la liberté de ton que j'ai. Je n'attends rien de la politique. Et quand vous n'attendez rien de la politique, vous êtes libre de parler. Mais les Béninois n'ont pas cette perception-là. La politique, c'est comme un champ où il faut aller chercher son gagne-pain. Selon la perception de plusieurs Béninois aujourd'hui, quand vous êtes dans la politique, quand vous faites partie des politiciens, surtout si vous êtes de la mouvance présidentielle, là, c'est comme si vous avez la belle vie devant vous. C'est ce que nombreux croient. Et c'est le drame même de la politique chez nous. On a fait croire à notre peuple que dès que vous êtes de la mouvance présidentielle, ou bien parce que vous êtes ministre ou député, c'est que vous êtes riche. Ce temps-là est révolu. En tout cas, avec le président Patrice Talon, vous avez dû remarquer que les ministres qui avaient 2 gorges et 3 ventres l'ont perdu. La politique ne nourrit plus son homme comme au temps des autres présidents. Il est probable, il est possible, enfin, il est certain que l'homme politique qui est dans le gouvernement ou bien qui est député vit mieux que le Béninois lambda. Ça, c'est vrai. Mais il n'a plus les facilités que les politiques avaient au temps de Kérékou, au temps de Yaïboni. Ça, c'est révolu. Ça, c'est révolu. Alors, ça, c'est juste une parenthèse. Alors, nous vous avons invité ici pour nous parler surtout de la relation France-Afrique francophone de ces derniers temps. C'est vrai que nous suivons, vous faites des sorties de temps en temps, surtout sur les réseaux sociaux, puisque depuis un certain moment, vous remarquez avec moi qu'il y a quand même des signaux de divorce entre certains États, notamment ceux-là qui ont connu récemment des coups d'État. Alors, comment vous appréciez cette nouvelle relation que nous sommes en train de constater aujourd'hui entre l'Afrique et entre la France, j'allais dire, et certains pays sahéliens? Je veux parler par exemple du Burkina Faso, du Mali et récemment du Niger. Alors, la Sénat et même l'ORTB me rendront justice en publiant un extrait de ma vision, ou plutôt mon projet de société. En 2016. En 2016, qui n'était pas chiffré, mais qui était une philosophie du développement et une vision de la relation Bénin, leader politique et son peuple, et relation Bénin et la France. Je l'avais dit. J'ai dit, si la France ne changeait pas son mode de gestion, sa relation avec les pays, les 14 épouses, comme je les appelais, la France aura des problèmes avec tous les pays. En réalité, ce qu'on voit au Mali, au Niger, au Burkina Faso,
Ben, ce sont des peuples qui ont eu le courage de franchir le Rubicon. Et je dirais ici, et que cela soit écrit, comme le dirait le pharaon, tout régime politique qui apparaîtrait comme pro-français se retrouvera bazoumé, je dirais, renversé. En réalité, les populations aujourd'hui ne veulent plus vivre le même type de relations construits depuis 1960 aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont ouvert les yeux. Mais nous constatons quand même, Bertin Corvie, que ces États dont vous parlez aujourd'hui, ces peuples dont vous parlez aujourd'hui, ils ont une particularité, les coups d'État. Et c'est juste après ces coups d'État qu'on a constaté que la relation a pratiquement connu de dégradation entre la France et ces États-là. Mais nous constatons également que la France est quand même en pole position et en train de réclamer la démocratie pour ces États-là. Est-ce que vous ne voyez pas que la France est victime d'une exigence qui apporte la paix et la démocratie au peuple? Non, la France est hypocrite. Moi, je ne me raconte pas des histoires moi-même. Il y a eu un coup d'État au Tchad, où mon ami et mon papa, Idriss Déby, assassiné. Mais il y a la passation de pouvoir. C'est-à-dire, la Constitution a prévu qu'il devenait président en cas de vacance de pouvoir. Tchad, quand même, à l'époque, était un État particulier. Non, c'est un État. La lutte contre le terrorisme, il fallait trouver une transition pour continuer la lutte. Non, la transition ne veut pas dire forcément qu'il faut un président militaire. Puisque le président militaire, dès qu'il devient président, il ne va plus au front. Ça fait un soldat de perdu pour la lutte contre le terrorisme. Donc, coup d'État. Soyons aussi, respectons les principes jusqu'à leur bout. Alors, la France est allée adouber ce coup d'État-là. Maintenant, en réalité, je voudrais que vous compreniez ceci. Un coup d'État ne réussit, et ouvrez les guillemets, c'est moi Corvie qui le dis, un coup d'État ne réussit que quand le peuple le souhaite. Hugo Chavez, en 2003, a été renversé au Venezuela. Les populations vénézuéliennes sont sorties massivement au point où ceux qui l'ont renversé étaient obligés d'aller le chercher 2 jours après pour dire « Pardon, viens prendre ton pouvoir ». Quand le peuple n'est pas d'accord, aucun coup d'État ne marche. Eh bien, les pays où vous dites que c'est à l'issue de coup d'État qu'il y a eu des problèmes, non. C'est parce que les peuples, les populations exprimaient déjà un besoin de changement. Et les présidents prétendument démocratiquement élus, ce que nous savons que c'est faux, eh bien, faisaient le jeu de la France. Voici des présidents qui sont aimés par l'FMI, par la Banque mondiale, par la France, par les États-Unis, et par les Européens, mais qui ne sont pas aimés par leur propre population, qui sont censés les avoir élus. Ceux pour qui ils devraient se préoccuper, ceux dont ils doivent se préoccuper, ils ne se préoccupent pas de ceux-là. Et on dit que non, il y a coup d'État. Non, c'est parce que, je prends le cas de Bazoum. Bazoum n'a pas vu le signal venir. Son peuple était devenu anti-français. Maintenant, je ne suis pas totalement d'accord que les peuples deviennent anti-français. Parce que la solution, ce n'est pas de devenir anti-français. La solution, c'est de demander un nouveau dialogue avec la France, de voir, c'est comme des couples au fait. De revoir la relation. La relation, oui. De revoir les nouveaux principes qui pouvaient... Mais regardez, même prenez un papa, un vieux et son épouse. Ils ont 70 ans, ils ont 90 ans. Mais il y en a qui divorcent à 90 ans. Et tu te dis, mais tu divorces pour aller où? La femme dit, je veux quitter mon mari. Tu dis, mais tu as 85 ans. Ah oui, je me sens plus heureuse. À 85 ans. Après 45 ans de vie ensemble. Après 50 ans de vie. Donc, c'est la vie ensemble qui amène des frustrations. Il faut retrouver le dialogue. Et le problème français, c'est que les Français ont mis mon petit frère au pouvoir. Je voudrais le dire. Il y a quelque chose qui manque au président. Vous voulez parler de Bazoum? Non, non, Macron. Il y a quelque chose qui manque à Macron. La gestion des êtres humains. Au fait, Macron... Pourtant, il gère plus de 50 millions de Français. Oui, oui, c'est ça le problème. Il gère les Français comme on gère les finances. Il ne tient pas compte de la subtilité de l'être humain. Et c'est tout le problème. Je vais prendre l'exemple. Il va au Burkina et il humilie, et comment il s'appelle, le président qui a été congédié, Roch Christian Kaboré. Il va au Congo et tu vois comment il s'est comporté. Au Congo, il va même en boîte de nuit, on le voit avec des enfants en train de danser. Il va au Nigeria pareil. Mais il désacralise la fonction présidentielle, au fait. Et sa communication est ce qui est à la base des problèmes avec ces pays où il y a eu coup d'État. Je vais vous donner un exemple. Au Niger,
Si quelqu'un a fait la promotion du CNSP et l'a imposé, c'est d'abord le président Tinubu, le président Patrice Talon par sa communication, et après Macron. Ce sont les trois qui ont consolidé le pouvoir du CNSP. Le président Talon qui est désigné pour être médiateur, tu n'es pas encore allé écouter les autres, que tu menaces déjà par tous les moyens, on fera ci. Mais ce n'est pas des enfants. Mais vous ne voyez pas que la démocratie, quand même, ça préoccupe. Parce qu'au-delà de tout, il y a aussi la sécurité béninoise qui était en jeu. Non, la sécurité laisser la sécurité nigérienne dans les mains des militaires comme ça, il va falloir intervenir pour quand même s'assurer à ce que le Bénin se porte bien, surtout le nord du pays. Ben, c'est là où le Bénin se trompe totalement. Parce qu'en réalité, là, il y a un coup d'État au Niger, ça n'a rien à voir avec le Bénin. Si quelqu'un vous dit cet argument-là, c'est qu'il ment et je le veux sur ce plateau, je vais lui démontrer qu'il se trompe. D'ailleurs, ce type de langage, je l'entends chez le porte-parole du gouvernement, mon ami et jeune frère Wilfried Léandre me dit, invitez-le, je vais lui démontrer qu'il se trompe. Ce qui s'est passé au Niger n'a rien à voir avec le Bénin. Ça ne menace en rien du tout le Bénin. Mais écoutez, quand nous étions tous devenus fous dans ce pays, au point où des soldats béninois ont eu le courage de tirer sur d'autres béninois. D'autres béninois qui ont menacé. Je crois que ça fait partie. Non, ça fait pas. Non. Nous sommes dans un contexte. Non, on n'est pas dans un contexte très présent ici. Non, on n'est pas dans un contexte. Faites très attention. Moi, je tiens Talon, hein. Mais ça ne m'empêchera pas de rappeler nos propres erreurs à nous tous. À cette époque, j'étais encore opposant maladif où je faisais des audios. Vous êtes mouvementé bien portant. Non, je suis guéri. Et j'estime qu'il faut faire des concessions pour que notre pays n'aille pas à une guerre. On peut ne pas s'entendre, mais il faut préserver l'essentiel. Tout à fait. C'est parce que nous n'avons pas préservé l'essentiel que nous en sommes venus à ce que des soldats béninois tirent à bout portant sur d'autres béninois. Mais pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'il y a aussi des civils qui étaient devenus fous, au point où les ministres ont dit, si on ne faisait pas cela, on risquait d'aller... c'est-à-dire de mettre l'État en danger. Tout à fait. Nous avons déjà tourné dos à... Donc, on a tourné dos à rien. À cette on a tourné... Non. Actuellement, les Béninois se sont réconciliés. Non. C'est ça justement le problème. Il faut faire très attention à l'eau qui dort. Et moi, je parle avec les populations. Les populations résignées. Elles n'ont même pas compris. Vous savez, on peut tout reprocher à Patrice Talon. Je viens de quitter le quartier Jacques où je suis allé voir la route, le goudron qui passe au bord de la mer. Mais c'est extraordinaire. Tout à fait. Mais allez parler dans certains milieux de Patrice Talon, mais on veut vous lapider. Parce qu'ils ne prennent même pas la peine de voir le travail qui est fait. Pour eux, on ne mange pas. Ça veut dire qu'il y a un défaut de communication. Il y a un défaut. Est-ce que c'est un défaut de communication? Il y a une mauvaise communication. Ce n'est pas un défaut de communication. Ils essaient de communiquer, mais ils ne communiquent pas comme il faut. Aujourd'hui, la communication est devenue seulement le porte-parole qui vient ressasser ce qu'il a retenu de ce que le gouvernement a fait. Chaque ministre doit être un communicant. Tout à fait. Eh bien, du gouvernement. Un État qui ne communique pas est un État qui va à la catastrophe. Mais vous êtes dans la mouvance présidentielle. Pourquoi vous ne proposez pas cette stratégie-là au gouvernement? Ben, il faudrait déjà que le président Patrice Talon prenne et se redonne la culture d'inviter ceux qui peuvent l'aider à comprendre certaines choses. Depuis que le président dit, Kovi, je le dis, hein, et c'est sous son contrôle, c'est sur votre plateau, Kovi, même une école de communication, oh, c'est un génie. Il n'a plus jamais pris la peine de dire, Kovi, je veux que tu nous aides à ceci. Moi, j'ai pris, dans la crise nigérienne, je vais le confesser ici, j'ai juste perçu que cette crise-là, et vu la mauvaise communication entamée par le Bénin, c'était du pain béni pour l'opposition. Donc j'ai dit, quoi si une lutte n'est pas menée contre cette position du président Patrice Talon par quelqu'un qui le soutient, ce serait la catastrophe. Et vous êtes dans ce rôle. J'ai pris ce rôle-là parce que je ne suis pas d'accord avec le type de communication que le président faisait. Mais si je me taisais pour dire non, parce que je le soutiens, puisque nous sommes ensemble, il va se corriger après, ben, ce serait la catastrophe. Mais à vous attendre, c'est comme si vous êtes en train de faire aujourd'hui carrément l'apologie des coups d'État. Parce que le Niger, après tout, le président a été élu par son peuple. Il détient légitimement le pouvoir. Mais dire aujourd'hui qu'il n'est plus président de la République, que tout le monde acclame ce coup d'État, c'est à croire que le coup d'État aujourd'hui est le seul moyen par lequel il faut donner de la voix au président qui n'écoute pas le peuple. Bon, très bien. Moi, je suis un civil et j'aspire à être président. Et par la grâce de Dieu et des mains de nos ancêtres, je le serai peut-être en 2000. Pourquoi peut-être? Je le serai en 2026. Ah non, Dieu n'est pas dans peut-être. Je le serai en 2026. Mais vous voulez que je fasse l'apologie de coup d'État?
Mais non, je ne suis pas un militaire, moi. Seul un militaire peut faire l'apologie d'un coup d'État parce qu'il peut faire un coup d'État. Moi, si n'eût été un retard, j'aurais pu être reçu par Bazoum quelques jours avant même qu'il soit renversé. Mais pourquoi aujourd'hui vous êtes d'accord avec je ne suis pas d'accord, justement. Mais c'est ça le problème. J'ai condamné le coup d'État. Et je condamne par principe tout coup d'État. Mais il faut aller à la réalité des faits. Bazoum a été élu comment en 2021? Hama Amadou, qui est l'homme politique, qui a permis à Bazoum et à Issifou de pouvoir accéder au pouvoir en 2011, on a vu le sort qu'ils lui ont réservé. Les populations n'ont pas oublié. Hama Amadou est très populaire au Niger. Ben, on a tout fait pour lui coller une histoire de sa femme aurait volé d'enfants ou bien patati et patata. C'est-à-dire qui veut tuer son chien, l'accuse de rage. On l'a accusé de rage. Le peuple n'a pas oublié. Ceux qui ont soutenu le système à bout portant durant 12 ans, on finit par se rendre compte que ce sont eux qui font qu'il y a un pouvoir civil. En réalité, le problème, c'est celui-ci. Les civils qui viennent au pouvoir, mal élus. Oui, l'essentiel, ce n'est pas qu'il y a eu de suffrage. C'est comment est-ce qu'on a été élu. Mal élu, eh bien, leur pouvoir se repose sur la possibilité, la capacité de l'armée, mais à malmener leur adversaire. Dès que les militaires se rendent compte que c'est par eux que vous avez le pouvoir, ils finissent par dire, mais en réalité, c'est nous qui avons le pouvoir. Tout à fait. Eh bien, ils vous l'arrachent, aussi simple que cela. Je vais vous parler de Bazoum, prétendument élu. On prend Tawa chez Bazoum. Dans une circonscription au total où il y a 38 000 votants. 38 000 inscrits. On a, vous pouvez vous imaginer, on a Bazoum 36 000 et on a, on a plutôt, il y a 38 000 votants, non? Tout à fait. Non, il y a 36 000, je me trompe même. Il y a 36 000. On a Bazoum 38 000 votants pour lui et on a 3 000 votants pour son adversaire, alors qu'il y a 36 000. Ça veut dire que le suffrage exprimé dépasse même. Dépasse. Lui, il a eu 38 000 alors qu'il y a 36 000 et l'autre a encore eu 3. Vous voulez croire en cela? Bon, s'il avait été élu par un peuple, où est ce peuple-là? Il est renversé, il n'appelle pas son peuple à se soulever pour le défendre. Il appelle la France et la CEDEAO, ses amis présidents. Alors, Bertin Corvi, si on constate, si on comprend bien ce qui se passe aujourd'hui, cette dérive-là, la seule possibilité pour le peuple, c'est de voir comme sauveur les militaires. Alors, quel est le rôle aujourd'hui de la CEDEAO dans cette tracasserie que vous êtes en train de dénoncer? Non, je veux juste que ce qui arrive à Bazoum serve de leçon aux autres. Parce que les militaires ne sont pas non plus une solution. Non, les militaires ne sont pas une solution. Alors, quelle devrait être la solution en réalité? Mais c'est le bon sens qui doit visiter les civils qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui croient qu'ils sont tout puissants. Mais Bazoum, écoutez-le quand il parlait, avant qu'on le renverse, les militaires sur qui il comptait sont les mêmes qui sont venus le réveiller pour dire, bon, tu as assez dormi, lève-toi, nous, on a des cauchemars, viens rester avec nous. Non, il faudrait que le pouvoir civil tire son pouvoir de la vérité des urnes et de l'amour de son peuple. Quand vous tirez votre pouvoir des chefs militaires, mais vous n'êtes pas protégé. Vous êtes dépendant de leurs desiderata. Mais attendez, Tchani a empêché 3 coups d'État, non? Et aujourd'hui, c'est lui-même qui fait coup d'État. Pourquoi? Parce qu'il en avait marre. Il s'est rendu compte que le pouvoir de Bazoum reposait seulement sur l'armée. Et l'armée a décidé de le congédier. Et je dis, je prends Macky Sall au Sénégal. Mais franchement, est-ce que vous trouvez normal ce qu'on fait à Sonko? Si demain, il y a quelqu'un qui est élu, et voici un pays où on a 160 candidats à une élection présidentielle. Bon, c'est la vitalité de la démocratie. Et pourquoi on empêche le seul que le peuple, lui, veut d'être candidat? Si demain, il y a président élu et il y a coup d'État, on dira non, il était élu, le peuple a élu. Non, c'est la tricherie que nous organisons. En réalité, les Africains ont téléchargé la démocratie sans son contenu. On a pris le contenant sans le contenu. Nous devons aller à de nouvelles assises dans tous les pays pour définir un nouveau modèle politique. Qu'est-ce que nous voulons? En s'inspirant de la France peut-être? Mais non, la France n'est pas un modèle, la France n'est pas une démocratie. Si la France était une démocratie, Macron ne serait pas président. La France n'est pas une démocratie. Voici quelqu'un qui veut aller à un second mandat, qui refuse tout débat.
Il a fait quand même des sorties médiatiques. Mais non, c'est pas ça. Non. Il a dans l'entre-deux tours avec Le Pen, il a fait quand même. Mais non, mais ça, c'est pas un débat, ça. Parce que les Français se sont dit, oh, tout le monde sauf Le Pen, alors que les Français feraient mieux d'expérimenter Le Pen. Élire un président par défaut, parce qu'on ne veut pas de Le Pen. On ne veut pas de Le Pen là, non. C'est Le Pen même qui représente réellement le peuple français aujourd'hui. Macron a refusé tout débat. Ce n'est pas une démocratie, ça. Mais il a fui le débat. Il n'y a pas eu d'échange démocratique. Alors, et aujourd'hui, il ne gouverne pas le 49-3. 49-3. Alors, quel aujourd'hui, puisque c'est pratiquement le thème de notre débat de cet après-midi, quelle serait normalement la nouvelle relation entre la France et ses 14 épouses dont vous nommez? Alors, la France a un handicap. Et la France a un problème. Ce problème-là est la relation historique avec ces pays. Ce sont les frustrations gardées de la colonisation. Frustration de la part de qui? Mais des pays africains. Non, des pays africains. Qui, à raison ou à tort, trouvent que la France les a malmenés. Ce n'est pas faux, mais la France n'a pas été que négative chez nous. Mais la France doit comprendre que l'autre, elle vient dans un milieu où il y a des antécédents. Il y a l'histoire. La colonisation, la traite négrière et un certain nombre de choses. La France doit se remettre, c'est-à-dire repenser le type de relation qu'il faut avec nous. La France a un avantage, par contre, c'est la langue française que nous avons en commun. Il faut revoir le discours et que le discours ne soit plus paternaliste. Que les Africains n'aient plus l'impression que la France vient leur imposer comment ils doivent vivre. Mais quand, à l'avènement de Macron, au début, Macron a semblé être dans cette posture que vous souhaitez. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'à la suite, comme vous le dites, Macron devient en quelque sorte un handicap pour cette relation France-africaine? Très bien. Et pour ça, je dis que tout le drame français aujourd'hui, c'est l'élection de Emmanuel Macron. Il vient, il dit qu'il ne veut plus de France-Afrique. Il dénonce tout ce que les autres ont fait. Et il vient faire pire que les autres. Je vais vous donner un exemple. Un État qui veut dialoguer avec un autre État. Mais il y a le canal pour dialoguer. Mais avant, il y avait des relations France-Afrique. On invitait les chefs d'État africains qui parlaient avec le président français. Macron vient, il dit non. Il invite les copains, les gens qui ne sont même pas représentatifs dans leur propre pays. Ce sont des enfants, des gamins de son âge. Puis c'est un gamin aussi. Ce sont ceux-là qui... Non, je n'insulte pas le président français, mais je veux dire la vérité. Par rapport à moi, c'est un gamin. C'est mon petit frère. Écoutez, cette déclaration, il y a... non, c'est mon petit frère. Ne causons pas d'incident diplomatique. C'est pas d'incident diplomatique. Parce qu'ils nous suivent. Non, j'ai dit, oui, c'est mon petit frère. Et en Afrique, là, il y a le droit d'aînesse. J'ai la barbe blanche. Ben, il est le président de la République française. Non, je ne parle pas du président. Je parle de l'homme Emmanuel Macron. Je fais la dichotomie. En tout cas, aujourd'hui, il incarne une institution. Vous ne pouvez pas parler de l'homme aujourd'hui. Je parle de l'homme. Puisqu'il continue Attendez, je parle de l'homme. Et c'est l'homme qui a tué l'institution. C'est Emmanuel Macron, citoyen français, qui a tué le président Emmanuel Macron, président des Français. Par sa communication, il veut parler avec l'Afrique. Il fait l'affront aux pays africains de faire inviter par leurs propres canaux des jeunes qui ne sont pas représentatifs dans leur pays, qui n'ont pas été désignés par leurs États pour dialoguer avec lui. Il devrait désigner qui, selon vous? Ce n'est pas lui qui désigne. Il aurait pu demander au Bénin, envoyez-moi des jeunes, c'est-à-dire demande au Bénin, aux affaires étrangères, de lui sélectionner un certain nombre de Béninois avec qui il veut échanger. Au Togo, etc. Mais ce sont eux-mêmes qui ont invité des jeunes de quartier, pour certains, qui n'ont jamais parlé avec leur propre président chez eux. Je me souviens très bien de ce forum-là, si je pourrais dire ainsi. Il y a quand même des jeunes à l'époque qui avaient osé parler la vérité devant le chef de l'État. Mais très bien, justement, c'est cela le problème. Ces jeunes ont tenu un langage qu'on ne tient pas devant un président en ces termes-là. On parle d'un président, ce n'est pas Macron, l'homme citoyen, il ne parlait pas aux citoyens Macron. Il parlait au président français et des termes qui m'ont choqué. J'ai dit, monsieur est foutu. Eh bien, tout jeune africain va se dire, ben, on peut lui parler comme on veut, désormais. Mais quand j'entends maintenant les activistes utiliser les mêmes termes que ceux qu'on lui utilisait, et on le tapotait dans le dos, il était content. Mais non, c'est une erreur.
C'est de là que vient son problème. Écoutez, moi, avant de faire l'économie, je suis psychologue de la communication. C'est-à-dire, le pouvoir est sacré. Il a désacralisé le pouvoir français. Et il a tué l'autorité, justement, qui lui était confiée en réalité. Ce qui fait que les activistes aujourd'hui, quand ils parlent de Macron, ils ne parlent pas du président français. Ils ont l'impression qu'ils parlent à leurs copains, ou plutôt l'homme que leurs camarades ont reçu ensemble, ou bien qu'il les a reçus, et à qui lui parlait. Il y a une fille même que j'ai vue qui dit non, fais ceci. Et c'était un débat entre... Ben, quand même, c'est un président. Donc c'est l'erreur de la France. Le malheur de la France vient de l'élection d'Emmanuel Macron, qui n'a pas... C'est-à-dire un bon économiste, oui. Peut-être, j'en sais rien, parce qu'il ne m'a pas donné la preuve. Pour moi, l'économiste pour qui j'ai du respect, en France, ils sont deux. Il y a DSK, Dominique Strauss-Kahn, et Mélenchon. Ancien directeur du FMI. Et Mélenchon, que je soutiens en tant qu'économiste, pour ce qu'il propose, même si c'est un projet de langue, au fait. Mais quand j'écoute Emmanuel Macron, citoyen, et quand j'écoute Emmanuel Macron, président, ben c'est le jour et la nuit. Donc c'est ça qui a tué, c'est ça qui a mené tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que cette relation soit quand même... Je veux qu'il démissionne. Aussi, non, qu'il démissionne très vite. Entre l'Afrique et la France, parce qu'on le veuille ou non, l'histoire est toujours là. On peut plus on a besoin de la France. Entre la France et l'Afrique. Moi, je vais plus loin. On a besoin de la France. On a besoin de reconstruire nos relations. Mais le Niger n'a pas dit non. Le Mali ne dit pas non. Le Burkina Faso. Mais c'est la façon de la France les traite, ne comprenant pas que ça fait 63 ans. Et les Africains sont décomplexés. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ben, moi, je n'ai pas connu la colonisation. Et je ne me sens pas influencé par un Français, quel que soit qui il est. On se retrouve dans des forats, économie. Je parle, ils sont là surpris, mais d'où est-ce que vous tenez ces idées-là? Donc, je n'ai pas le complexe d'infériorité devant ceux-là. Ils doivent savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, TikTok, WhatsApp, ça fait que nous sommes informés de tout ce qui se passe partout. Quand les Français ont giflé Emmanuel Macron, vous voyez vraiment un Français, quelque chose qu'il peut reprocher à Jacques Chirac, oser le gifler? Non. Mais c'est sa communication qui a fait. Et puis, les Français ont eu tort. Franchement, le pouvoir politique est assez important pour qu'il faut un certain nombre d'expériences de vie pour être président. Alors, aujourd'hui, vous nous proposez votre méthode pour la France surtout. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aujourd'hui aux chefs d'État africains pour qu'ils ne soient pas aussi, comment on appelle, contestés par leur peuple à travers ce que nous constatons aujourd'hui entre la relation France-Afrique? Je voudrais que cela soit écrit. Tout président africain, y compris béninois, et moi j'aime le président Patrice Talon et c'est à lui que je vais parler. Monsieur le Président, ne donnez surtout pas l'impression ou bien l'illusion, la fausse d'ailleurs, à votre peuple, au peuple béninois, que vous recevez vos ordres d'Emmanuel Macron, hein, ou alors que vous êtes pro-français, ça vous mettra en danger. Je vous le dis, si personne n'a le courage de vous le dire là, je vous le dis, moi comme je dis, parce que je vous aime et j'aime la paix dans notre pays. Ne donnez pas l'illusion d'être aux ordres de la France. Et les présidents en Afrique en général? Mais il faut que, si je le dis à mon président, c'est pour que les autres viennent copier chez lui. Parce que ce qui a perdu Bazoum, c'est parce qu'il est apparu comme un ami? Non, pas un ami, on ne refuse pas qu'il soit ami à la France, mais inféodé à la France. Et il n'écoutait pas son peuple. Or, le peuple peut avoir tort, mais le peuple a toujours raison. Le peuple peut avoir tort, mais il a toujours raison. Il faut savoir, avec tact, amener le peuple à comprendre que sa position n'est pas tenable. Sinon, c'est comme un vase de marée. Ça vous emporte. Mais les Nigériens, c'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, qu'ils se rendront compte que Bazoum n'était pas le diable qu'ils ont cru. Mais avec la colère que les Nigériens avaient contre la France, la misère, et ce n'est pas du jour au lendemain que les militaires au pouvoir vont changer ça. Mais les autres voient leur misère, ils l'attribuent à la relation avec la France. Ils l'attribuent à Bazoum. Donc, il y a des contingences en réalité qui ne dépendent pas de Bazoum, mais malheureusement, sa communication à l'égard de son armée, à l'égard de son peuple, mais son attachement maladif à la France et a montré que, voilà, il dit même, pour leur uranium, la France n'a même pas besoin de notre uranium. Oh, la France... Mais franchement,
Donc, tout président africain francophone qui veut avoir la certitude de finir son pouvoir, après son mandat, a intérêt à ne pas apparaître aux yeux de son peuple comme un pro-français ou inféodé à la France. Sinon, ce n'est pas seulement au Niger que ça se passe. Ce n'est pas seulement au Burkina. Ce n'est pas seulement au Mali. Ben, ça peut bien se passer au Bénin. Ça peut se passer en Côte d'Ivoire. Quand on dit non, notre armée est républicaine, je dis mais quelle armée est républicaine? Elle est plus républicaine que les autres. C'est quand le peuple est déçu et l'armée fait l'émanation du peuple que de telles bêtises arrivent. Parce qu'un coup d'État, c'est une bêtise. Mais malheureusement, c'est le comportement de nos hommes politiques qui fait qu'on adoube un coup d'État. Sinon, personne ne veut un coup d'État. C'est un recul. Diantre, quelle est cette histoire-là? On ne peut pas prendre le pouvoir par la force. Mais quand les civils qui sont là, d'abord ils trichent, ils ne sont jamais élus. C'est ça la réalité. Et ils empêchent les autres de dormir tranquillement. Oh, tu as parlé, on dit, allez le chercher, il a insulté le président, il a critiqué le président. Bon, si moi, je n'avais pas les mal de nos ancêtres qui fait que chacun sait qu'on n'attaque pas Kourovi, on viendra dire, ah, mais il a mal parlé au président. Heureusement que j'ai aussi la présence du président, sinon, des services viendront, ah non, il a mal parlé au président. Non, il faut laisser les gens s'exprimer. Et c'est ça qui protège le plus. Et ça se fait au Bénin. La preuve, vous êtes là. Non, moi je suis différent. Non. De vous exprimer aujourd'hui. On vous donne la liberté de vous exprimer. Moi, j'ai arraché ma liberté. Merci beaucoup, monsieur. Parce que d'abord, j'ai le président Talon qui me soutient et qui me protège. Puisque vous êtes de la mouvance présidentielle. Non, ça n'a rien à voir. Il sait ma valeur intrinsèque. Ce n'est pas la mouvance présidentielle qui me protège. Non, ils sont de la mouvance, ils ne pourront pas dire au président ce qu'ils pensent. D'abord, ils sont trop intéressés par leurs intérêts personnels. Et de deux, ils n'ont pas le courage de s'assumer. Ils n'ont pas le courage de déplaire au président. Or, quand vous n'êtes pas prêt à déplaire au président, vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Et moi, je parle pour déplaire au président parce que je l'aime justement. Je ne veux pas qu'on vive le cas Bazoum. Parce qu'il n'y a aucun pays où un coup d'État soit impossible. J'entends les gens dire non, au Bénin, ce n'est pas possible. Mais partout, c'est possible. C'est l'amour du peuple qui vous protège. Et il faut que le président continue de construire l'amour du peuple béninois. Les infrastructures seules ne suffisent pas. C'est une invitation. En tout cas, le chef de l'État vous suit et peut-être va prendre en compte tout ce que vous êtes en train de dire. Nous allons juste marquer une courte pause et nous allons revenir pour consacrer le reste du temps à votre actualité politique. Pour vos anniversaires, mariages, communions, dot, vacances, hébergements, séminaires, événements de tout genre, Sylva Beach, le cadre idéal. Dressé sur un domaine de 1 hectare, Sylva Beach dispose de 5 bâtiments très bien équipés avec des chambres confortables, à la fois ventilées et climatisées, d'un court de tennis pour une détente parfaite entre amis et en famille, d'une cuisine communautaire accessible à tous les clients, de vastes aires de fête, de 2 parkings suffisamment grands pour contenir vos engins et véhicules. À Sylva Beach, vous avez également une vue directe sur la plage depuis votre chambre. La porte de l'arrière-cour vous donne un accès facile sur la mer. Plusieurs d'autres surprises vous y attendent. La place de fête et d'hébergement Court-Séjour Sylva Beach vous donne le sentiment d'être chez vous avec toutes les commodités qui s'y prêtent. Sylva Beach est situé à Agoué dans la commune de Grand Popo, département du Mono, à environ 10 km de Ilakondi, frontière Bénin-Togo, et à 110 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Pour tout renseignement et réservation, contact, appel et WhatsApp, plus 229 46 00 13 28. Email sylvabeach54@gmail.com. Alors, on revient sur ce plateau Bertin Kourovi pour parler de vous en tant que, d'abord, ancien candidat à la présidentielle de 2016. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous avons constaté que vous déclarez déjà officiellement votre candidature pour 2026, alors que normalement vous appartenez à un groupe politique, et je veux parler de Bloc républicain. Pourquoi vous annoncez très tôt votre candidature? Alors, vous êtes tombé dans le même travers. J'annonce ma candidature à la candidature. D'accord. Ce que voudrait dire... Vous annoncez votre candidature à la candidature. Ça voudrait dire
que dans un parti sérieux et dans une démocratie, ceux qui ont d'ambition pour leur pays devraient au moins 2 ans, 3 ans à l'avance annoncer qu'ils ont des ambitions parce qu'ils veulent servir leur pays et commencer par décliner ce qu'ils feraient si le pays leur était confié. Pour ne pas gêner la gouvernance du président Patrice Talon, je me garde même de ne pas encore décliner les pans de ce que je ferai. Parce qu'on va se retrouver en difficulté, parce qu'il y a des choses qui se font aujourd'hui que je soutiens, mais que je vais améliorer demain. Alors, Est-ce que vous ne voyez pas que vous mettez la charrue devant les bœufs? Nous sommes à 3 ans pratiquement des élections présidentielles. Encore que là, il y a 2 partis et que les 2 partis devront s'associer pour donner un candidat qui devait remplacer Patrice Talon. mais c'est ce que je fais. Alors, comment est-ce que les 2 partis choisissent un candidat? En faisant le phare comme nombreux font. Ils iront consulter le phare pour dire non, c'est pas ça. Et il faudrait qu'ils écoutent les potentiels candidats porteurs de destin proposant quelque chose au pays. Et j'invite justement dans le bloc républicain, mais que ceux qui ont des ambitions, pas des ambitions pour être président, hein, mais des ambitions de servir leur pays, d'ajouter leur corde à la corde déjà tissée par Patrice Talon. Que ceux-là commencent par s'exprimer. On ne sera pas tous présidents, on ne sera même pas tous candidats, mais on doit être au moins 10, 20 à être candidat à la candidature et que dans une forme de choix, mais qu'on trouve les critères pour choisir celui qui est le mieux disant, qui porte le mieux l'étendard du parti. Et c'est ce que je fais. En réalité, je fais de l'andragogie. C'est des adultes. Ça voudra dire? Je vais les amener justement. Je montre la méthode pour qu'un parti choisisse un candidat. Je n'ai jamais dit que ce sera forcément moi. Si ce n'est pas moi, j'entre dans les rangs, je soutiens celui que le parti aura choisi. Mais ça m'étonnerait. Mais peuple béninois, vous ne voulez pas manger 3 à 4 fois par jour? Ça fait partie des promesses électorales. Non. Que vous égrenez non. Moi, je veux construire une économie fondamentale pour un développement. On a tellement assez entendu l'économie fondamentale. Jusque-là, vous êtes avec le pouvoir en place. Pourquoi vous ne proposez pas votre économie fondamentale? Alors, si je commence pas à en parler, vous allez dire que je vais commencer par critiquer. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. J'ai vite sauté sur le développement, ça y est, le programme du président en 2021, parce qu'il y avait un pan qui disait exactement ce que je voulais, ce que je propose. Aménager, viabiliser 500 000 hectares de terres agricoles. Et ça, je me suis dit, pour ça, je soutiens. Bon, il paraît que c'est remis à un futur problématique. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Évidemment, aménager 500 000 hectares de terres, c'est beaucoup d'argent. Et l'État, au fait, a une méthode qui n'est pas la mienne. Moi, je vais vous dire ma méthode. Il faut suivre les étapes données. Non, les étapes, non. Mais la méthode qu'il propose pour avoir accès à la terre n'est pas celle que je propose. Vous savez que l'État béninois n'a pas de terre. Ce sont les privés qui l'ont. Alors, ils ont des difficultés à avoir accès à la terre. Il fallait juste entrer dans un contrat. Non, si je dis ça, d'autres... Ils sont en politique, mais ils n'ont pas des idées. On veut voir vos idées. Partager vos idées avec nous pour permettre. Tout compte fait, vous avez déclaré votre candidature à la candidature. Quand je serai là, peu béninois, vous allez manger 4 fois si vous voulez par jour. Le président Patrice Talon a déjà fait l'essentiel. Les infrastructures de base. Même s'il y a des choses à améliorer, beaucoup de choses ont été faites. Il manque juste un petit pan. Et effectivement, en 10 ans, on ne peut pas tout faire. Donnez-moi, mettez-moi à l'épreuve, missionnez-moi et vous vous rendrez compte que vous ne vous êtes pas trompé. Il faut partir, missionnez-vous, il faut partir d'abord de votre parti politique. Alors, lorsque vous avez déclaré votre candidature à la candidature, n'est-ce pas, du bloc républicain pour être président, pour être candidat en 2026, quel retour vous avez reçu de votre parti politique? Ce n'est pas mon parti qui me préoccupe d'abord, c'est l'écho que ça fait au niveau des populations. Tout à fait, l'écho des populations d'abord, mais avant, il faut que ça soit validé dans votre parti politique d'abord, avant que la population... Non, ce n'est pas le parti qui vote. Et c'est ça l'erreur justement. C'est ça qui a fait que beaucoup de présidents ont été élus. Mais c'est le parti qui va vous choisir selon les normes. Non, attendez. Vous savez, quand le peuple est réuni en plus de partis,
Si le peuple béninois sort pour dire, nous on veut plus de BR, on veut plus de UPR là, on veut plus de LD, c'est fini, ça n'est fini. On veut même plus de la Constitution, c'est terminé. Donc c'est le peuple qui est souverain. Je parle d'abord au peuple béninois. Parce qu'on dit BR, oui, mais le BR c'est un contenant. Quel est le contenu? C'est une entité. Quel est le contenu? Je parle d'abord au contenu potentiel. D'accord. Donc Quel je parle au écho Bénin. vous avez reçu dis de la donc, population? Mais j'ai été surpris, honnêtement. Et je vais vous faire une confidence. Allez-y. Mais en lançant même la candidature à la candidature, au départ, je ne savais pas que ça allait prendre à ce point-là. Je peux même vous dire que je m'amusais. Pour juste pour animer la vie politique, pour montrer que voilà ce qu'il faut faire au fait. Mais ça a pris une dimension où je dis, mais tiens, je ne peux même plus m'arrêter. J'avais dit, je faisais ça jusqu'au 1er septembre, et bon, je m'arrêtais. Parce que je voulais montrer comment un parti se gère. Est-ce que vous êtes fiers de ce que nos partis politiques sont devenus aujourd'hui? Il n'y a plus de partis politiques. Heureusement qu'on a connu les PRD et autres. Et le BR, et UPR, et même LD, et FCBE. Il n'y a plus de partis. On leur donne de l'argent pour animer la vie politique publique, mais c'est nous autres qui l'animons. Je fais cette émission par respect pour vous. Je m'étais dit, je ne veux plus parler. Parce que ceux qui prennent l'argent pour animer la vie politique ne parlent pas. Ils ne font rien. Et nous qui parlons, ben on n'est pas payés. J'estime que si le président Patrice Talon veut faire œuvre utile, qu'il commence par donner de l'argent à un certain Papa Rémi Nyamba. Oui, mais voilà quelqu'un qui anime la vie politique. Voilà quelqu'un qui anime la vie politique. Je ne parle même pas de Kourovi, mais d'autres. Ce sont aujourd'hui les activistes des réseaux sociaux qui animent la vie politique. Les hommes politiques même ont la bouche clouée comme si on lui avait mis de super glue sur les lèvres. Vous trouvez ça normal? Il n'y a plus de partis politiques. Il y a une crise au Niger. Le président prend une position. Vous pouvez comprendre que le BN n'a pas eu le courage de dire « nous soutenons notre président ». C'est votre parti politique. Mais est-ce que vous avez proposé ça au président de votre parti politique? UPR n'a rien dit. Bon, Djobenois a attendu que tout soit déjà calme pour sortir un communiqué. Il a quand même fait. Un communiqué. Il a quand même fait ce que vous réclamez. Il a non, il l'a pas fait. Je ne vais pas même l'insulter parce que je veux préserver. Vous n'avez pas le droit de l'insulter. Non, je vais insulter le communiqué. C'est un communiqué fade qui n'est ni tiède, bref, ni chaud, qui ne signifie rien. Après que j'ai fait 2 mois à m'opposer à ça, lui en sortant, il devait être plus explicite. Il vient donner un principe. Bon, vous savez les juristes, hein, ils veulent plaire, ils veulent ménager la chèvre et le chou. C'est un juriste, donc, dans son communiqué, il a dit, monsieur-là n'a pas changé, il reste un bon juriste. Parce que il veut plaire à tout le monde. Mais au moins, lui, il a fait ça, non? Le BR n'a même pas eu le courage, le BR. N'a pas eu le courage. Le BR auquel vous appartenez. Ah ben oui, mais moi, j'ai fini par prendre position intuitive personnelle pour dire non. Ma position n'est pas la position du BR. Mais tout le monde sait que je me suis opposé. Mais au président Patrice Talon, si on veut, mais ce n'est pas à Talon. Puis ce n'est pas lui qui a fermé. À l'UEMOA et à la CEDEAO, je me suis attaqué même à eux. Pour dire, on ne fait pas ça. Parce que le Bénin, quelle que soit la raison au Niger par ailleurs, le Bénin ne peut pas menacer le Niger de guerre. Et puis s'il y a... Le Bénin n'a jamais menacé. Ah, le Bénin n'a pas menacé. Non. Ah non. Le porte-parole du gouvernement a même démenti cela. Non. Le président de la République n'a jamais dit qu'il veut faire guerre. Non, il fait de la sémantique. Il fait de la sémantique. Mais c'est vous qui comprenez ça. La population n'a pas compris ça. À la population? Non. Vous ferez bien un bon comédien, vous. Vous savez, la population... Mais je dis justement ce que la population a compris. Moi, je sais bien que le Bénin ne peut pas faire la guerre. Mais le langage est tenu. Mais parlez au bas peuple, au fait. Parlez aux Nigériens. Ils ne font pas la différence entre la CEDEAO et l'UEMOA. Ont obligé le Bénin à fermer sa frontière. Encore que ce n'est pas le Bénin qui a fermé. C'est l'UEMOA qui a fermé. Tout à fait. Mais ce n'est pas... C'est pourquoi je disais tantôt que le Bénin n'a pas déclaré la guerre contre le Niger. Non, mais ça dit qu'il faut atteindre un niveau de réflexion pour comprendre ça comme ça. Moi, je dis ce que le bas peuple comprend. Tout à fait. Allez au Niger. Osez dire que vous soutenez Talon, qu'on va vous lapider avec des pierres. Je vous le dis. Mais pourtant, Talon n'a jamais... D'abord, même si Talon... Est-ce que ce n'est pas une récupération communicationnelle de l'opposition, par exemple, à vouloir dire que le parti Talon, l'opposition béninoise? Oh, opposition béninoise. L'opposition béninoise, elle s'est réveillée aussi 45 jours après. Moi, si quelqu'un s'est opposé à la guerre au Niger, c'est d'abord moi. Qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas,
on le reconnaîtra. Alors, nous parlons de votre actualité surtout, et je disais tantôt, l'écho que vous avez reçu juste après... Je dis les gens sont prêts à me mettre... Et vous avez dit que les gens sont prêts à vous mettre... Même dans le hamac et aller m'installer au palais, même aujourd'hui. Au palais. Je crois que ce n'est pas de comédie. Ah non. Moi, je suis même étonné que les gens soient à ce point-là emportés par le désir que je sois président. Alors, maintenant, ceci dit, si moi, j'appartiens à une mouvance, et c'est Talon qui est le chef de la mouvance, ce n'est pas ABT, ce n'est pas Diagonou. Ça, là, moi, il ne me raconte pas des histoires. Le président Talon est une femme qui a 2 mamelles. En politique, hein, il a le Bloc républicain, il a UPR. Union progressiste. Ah ben, s'il estime que Kourovi est le candidat ou bien le Béninois le mieux à même de faire le travail après lui, et s'il me désigne, je dirais oui. S'il désigne un autre, je me soumettrai à son choix. Mais je sais que ce serait la catastrophe et je vais vous rappeler que je vous avais dit. Parce que je suis celui, aujourd'hui, malgré moi, mon corps défendant, mais qui peut ratisser parmi ceux qui disent qu'ils s'opposent à Talon, qui peut ratisser parmi le Bloc républicain et parmi UPR et même ceux qui ne font pas la politique. Donc vous êtes le candidat idéal. Malheureusement, j'aurais bien aimé que ce soit une autre personne. Parce qu'être président, ce n'est pas une sinecure non plus. Il y en a qui croient qu'être président, c'est ça qui vous rend heureux. Non, moi je préfère être plutôt celui qui est à côté du président. Tu as une vie plus heureuse que le président lui-même. Posez la question à Patrice Talon et à son épouse, à ses enfants. Mais il était plus heureux quand il manipulait les présidents dans l'ombre qu'aujourd'hui. Une femme qui fait de fausses couches, on dit c'est Talon qui n'a pas fait ceci. La pluie refuse de tomber, on dit c'est Talon. Il y a un incendie quelque part, on dit c'est Talon qui n'est pas chanceux, etc. Donc ce n'est pas une sinécure. Mais aucun sacrifice n'est trop grand. Peuple béninois, si vous me donnez la mission de construire ensemble avec vous un pays où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. Où nous pouvons manger 4 fois. 4 fois, même 5 fois si vous voulez. Je suis partant. Alors, que pensez-vous de certains candidats qui sont suscités aujourd'hui, toujours dans la mouvance présidentielle? Je veux parler par exemple de Olivier Bokor, le bras droit de Patrice Talon, qui, lorsque vous suivez un peu les journaux, quelques mouvements qui suscitent aujourd'hui sa candidature. Que pensez-vous de ce que ces personnes-là ou bien ces mouvements-là sont en train de faire? Bon, au fait, ce qui me chagrine, c'est que mon frère et ami Olivier Bokor n'ait pas le courage de dire à ceux-là de cesser leur pagaille. Mais entre-temps, il y a un communiqué qui circulait sur les réseaux sociaux qui disait quand même que lui-même, il n'a pas donné son aval pour que ces mouvements-là soient nés. Il n'a pas peut-être donné son aval, mais on se connaît ici. Ben, à quel prix on réunit les gens à la télévision? Je vois l'ORTB aller couvrir. Et je vois, on loue les salles et qui finance tout ça. Il y a des gens qui financent. Soit, moi je suis content qu'il y ait des gens qui trouvent que Olivier Bokor est celui qui fera un bon président. Mais c'est une mauvaise méthode. Ils vont tuer son leadership avant même que le leadership ne naisse. On est à 3 ans. Aujourd'hui là, celui qui veut être candidat, c'est à lui-même de l'exprimer et de dire pourquoi il veut l'être. Comme moi. C'est la seule chose qui vaille d'abord. Mais réunir quelques opportunos profitos situationnistes qui savent qu'en rentrant, ils auront 1000 francs, 2000 francs. Ben attendez, dans un pays où les gens m'appellent de l'étranger pour dire « Président, envoie-moi 2000 francs, envoie-moi 3000 » et on dit on se réunit quelque part où on vous partage l'argent à la fin, qui n'irait pas. Mon frère, ceux qui font ces trucs-là veulent t'induire en erreur. Si tant est que toi-même, et je crois que tu feras un bon président, quoique je suis prêt à faire le travail à ta place. Tu es un homme d'affaires, donc... En tant que challenger? Non, pas challenger. Il ne sera pas candidat. Il sait bien que si je suis candidat, c'est moi qui faut... Donc, vous confirmez aujourd'hui que Olivier Bokor ne sera pas candidat? Je n'ai pas dit ça. Hein. Si je suis candidat, il ne le sera pas. Moi, je suis un homme politique. Lui, il est un homme d'affaires. Pourquoi tu veux qu'il soit candidat? Il y a un homme d'affaires qui est porté candidat, qui est président de la République. Patrice Talon était le plus homme politique de tous les Béninois. Ne nous racontez pas des histoires. Il tenait la classe politique. Bref, c'est pour m'amuser. Si Olivier Bokor veut être candidat, et s'il veut avoir une chance d'être élu, il doit mettre fin à cette pagaille-là. Parce qu'en réalité, ceux qui disent qu'ils veulent qu'il soit président, ils le disent parce qu'ils disent qu'il est resté avec Patrice Talon, qui connaît Patrice Talon. Mais il y a la loi aujourd'hui qui dit que ce sont les partis politiques qui doivent désigner le candidat. Si c'était, par exemple, le Bloc républicain qui disait que nous pensons que c'est Olivier Bokor qui sera ceci, ou bien UPR, cela aurait un sens. Je ne veux pas insulter des Béninois, mais que je serai véridique avec moi-même. Que quelqu'un crève la faim.
Se mettre à dire, oh, c'est Olivier Bokor qu'on veut, oh, ceci. Mais quel est le critère? Olivier Bokor président, qu'est-ce que Bokor veut faire? C'est ça qu'on veut savoir. Bon, ils disent, ah, non, parce qu'il est resté avec Patrice Talon. Qu'est-ce qu'il a copié de Patrice Talon qu'ils veulent qu'il reproduise? Parce que Patrice Talon a des succès et a beaucoup d'erreurs aussi que personne ne veut qu'on reproduise. Est-ce ce qu'il veut, il va reproduire? Donc, il ne faudrait pas qu'on tue son leadership avant l'heure. Avant l'heure. Alors, justement, avec cette actualité-là, nous avons appris, il y a quelques heures, je peux dire ainsi, je veux m'exprimer ainsi, la démission du ministre des Sports et de la Culture, Oswald Omeki. Que comprenez-vous de cette démission? Non. La démission a souvent deux sens. Il y a la démission où c'est l'individu qui démissionne, ou la démission où on a démis. On l'a démis, ou bien tout compte fait, c'est une démission. Tout compte fait, il n'est plus ministre du gouvernement. Alors qu'il n'y a pas une crise. Alors, que comprenez-vous de ça? Bon, mais une chose, peut-être qu'il a d'autres... C'est vrai, nous allons rester dans la supposition, dans l'hypothèse. Bon, mais quand même, on peut quand même interpréter cela, parce qu'il y a de cela quelques mois, le gouvernement a connu quelques soubresauts où on a connu la démission, pas la démission, le limogeage de certains ministres. Maintenant, nous restons dans ce même registre-là aujourd'hui. C'est le ministre qui donne sa démission. Selon vous, est-ce qu'il y a une crise en vue ou bien il y a quelque chose qu'on cache aux Béninois? Bon, alors, moi, je voudrais, la politique, c'est mon métier. Je voudrais d'abord dire même que ce n'est pas normal que le président Patrice Talon, dans un pays de 12 millions de population, où il y a des acteurs politiques qui le soutiennent, qui se battent au jour le jour, qui sont allés à l'école, qui ont le droit aussi de servir leur pays, qu'on ait des ministres qui fassent 7 ans. Ça n'a pas de sens. Eh ben, si le ministre a bien fait son travail. Non. C'est aussi une manière de rendre stable le gouvernement. Non. Je vous dis, ça c'est une erreur. Je n'ai jamais vu ça de toute manière. En France, par exemple, c'est plus de 50 millions d'habitants. Oui. Et pourtant, Emmanuel Macron fait toujours avec ses hommes. Ah non, mais il y a remaniement ministériel. Je ne refuse pas. Mais alors aussi, il y a quand même... Non, il n'y a pas de remaniement. Quelques remaniements, certains ministres ont remplacé d'autres. Non, moi j'observais. Parce que, à la fin, là, ce qui va se passer à la fin, ce n'est pas aujourd'hui. Et ce que je dis encore, qu'est-ce qui va se passer? J'ai le courage de le dire parce que j'aime Patrice Talon. À la fin, il n'aura aucun client politique, à la fin, pour le défendre. Parce qu'il garde les mêmes comme si c'était des employés de son entreprise. Ils sont mis depuis 7 ans. Mais comment vous voulez que... Et les autres et d'autres qui seront ministres pendant 10 ans. Ah ben, voilà, ça n'a pas de sens. On ne peut pas... Non. À la ministre, là, c'est un poste qui vous épuise au point où, après 4 ans, après 3 ans, il faut changer. Donc, peut-être que le ministre est fatigué, il est exténué, il veut aller se reposer. 7 ans, c'est trop. Et les autres, dans les partis, c'est ça qui fait que les partis ne s'animent plus. Ils ont l'impression qu'ils travaillent pour que d'autres soient les seuls princes dignes d'être ministres. Je ne dis pas de faire comme Yahi Boni, qui nommait des ministres chaque 2 mois. C'est pas ça. Je suis content qu'on laisse le ministre faire vraiment une bonne période de pouvoir, pour qu'il lui permette de faire son travail. Mais 7 ans, quand même. Vous voulez être remplacé? Non, je ne veux pas être ministre. Attendez, quand vous me voyez là, est-ce que j'ai l'aide de quelqu'un qui peut être ministre? Tout le monde peut être ministre. Non, vous pouvez être ministre. Oui, non. J'ai l'intellect pour être ministre. Mais je n'ai pas la nature et le caractère pour l'être. Et moi, je ne me raconte pas de si vous n'avez pas la nature et le caractère pour être ministre, est-ce que voilà que vous avez déclaré votre candidature? Vous voulez être président? Je veux être président. Vous ne voulez pas être ministre? Ah, je ne veux pas être ministre. Mais il faut passer par quelque part. Oh non, mais pourquoi pas? Bon, ce qu'un ministre peut faire, je sais. J'ai servi quand même d'autres présidents et je sais ce qu'un ministre peut faire. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Je suis un homme tellement libre que je n'avale pas des couleuvres. Et je crains que dans un gouvernement, dans le gouvernement, vous avez le devoir de solidarité. Et de silence. Même si le président ment. Mais moi, je risque d'être comme Ablaye Wade, qui est dans un gouvernement, le matin, il est au conseil des ministres et le soir, il va à la télé dénoncer la décision prise ensemble. Est-ce que le président Patrice Talon voudra d'un tel ministre? C'est possible. Patrice Talon aime les hommes courageux, comme vous. Ah bon, j'en sais rien. Nous sommes pratiquement... Je suis quelqu'un de trop libre et je ne soutiens pas ce qui est faux. Du reste, ce que je crois être faux et injuste, je ne peux pas soutenir. Nous sommes pratiquement à la fin. Encore déjà 1 minute. Oui, les 52 minutes, ça passe très vite, puisque vous parlez beaucoup. Vous décortiquez beaucoup l'actualité. Merci beaucoup. Alors, quel mot vous avez à l'endroit de la population aujourd'hui
en général et du président de la République, Patrice Talon, en particulier? Je voudrais dire aux Béninois que le président Patrice Talon a fait beaucoup d'erreurs. Mais, quoique ayant fait beaucoup d'erreurs, seule la volonté de bien faire l'animait. Et moi, c'est moi, Kovi, qui parle. 6 mois de prison, 5 ans d'exil, 2 ans d'apatridie. Mon père est mort, je n'ai pas pu venir. Ma mère est morte, je n'ai pas pu venir. Mais je suis là. Je le dis parce que je vois en lui la volonté de construire notre pays. Et quand on a une telle volonté, il y a des erreurs qui se font. Seuls ceux qui agissent peuvent faire des erreurs. Et je voudrais vous dire que quoi qu'il y ait beaucoup d'erreurs, je vous prie de soutenir notre président. Au président lui-même, je voudrais qu'il sache qu'on ne vit qu'une seule fois. C'est bien d'embellir Cotonou, de faire les routes, mais il faut qu'il sache que ceux qui vivent aujourd'hui ont besoin de manger. Moi, je suis fatigué, monsieur le président, que vos citoyens m'appellent toujours, pour d'aucuns, président, j'ai besoin de 2 000 francs, 5 000 francs. Le peuple béninois souffre. Je vous le dis parce que je vous aime. Merci beaucoup, Bertin Kovi, ancien candidat à la présidentielle de 2016 et futur candidat à la candidature du Bloc républicain et président en 2026 de 2026 et pourquoi pas président de 2026. Ah voilà, j'ai ça à mes côtés. C'est un souhait. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro Free Speech, le tout premier numéro d'ailleurs de notre retour. On se retrouve le week-end prochain pour un autre numéro.